entre autres sur votre territoire, pour nourrir évidemment l'expérience qui est la vôtre, voilà, et aussi pour voir un certain nombre de dispositifs, puisque un certain nombre d'enfants confiés sont confiés en Belgique, ils ne sont pas en France. Voilà, vous avez entendu parler de ça, mais aussi parce que, on l'a vu ce matin, on était dans un foyer d'accueil plutôt d'urgence, collectif. La question du travail social, la question du recrutement et de l'énergie, sur tout ça, la question de l'articulation des dispositifs entre eux, entre placement, de l'ouvert, c'était la question tout à l'heure, prévention, et la question de compétences entre eux, etc., du financement, et tout ça dans un contexte post-crise sanitaire qui a manifestement reperturbé, si tant est qu'on n'était pas perturbé avant, l'ensemble. Voilà. Et un sujet aussi famille, accompagnement à la parentalité, qui à mon avis est assez identique chez vous et chez nous, des parents qui restent comme avant peut-être en situation difficile et auxquels on rajoute des nouvelles parentalités, des enfants avec des problématiques. Enfin voilà, on cumule un tout petit peu aujourd'hui. Alors on est plus compétents. Les gens sont mieux formés, on est plus attentifs à la santé mentale des enfants, ce qui n'était pas le cas en tout cas en France. Voilà, on a tous une espèce de grille de lecture des situations de danger, donc on est meilleur, on voit plus, mais en même temps on reçoit quand même des situations sensibles. Donc c'est l'objet des échanges. Et alors vraiment, je suis vraiment pas puisque comme je vous l'ai dit, à la suite des émeutes en France, la question de la place de la prévention spécialisée, ce qu'apporte la prévention spécialisée, comment elle s'articule avec les autres dispositifs, avec les autres autorités. Pour moi, c'est vraiment une question importante. Et quand on parle, par exemple, du rapport avec la police, les jeunes et la police, nous collaborons avec la police. On collabore, parce qu'ici, à Bruxelles, ce sont des zones, donc on collabore avec la zone nord-ouest de la région bruxelloise. Et l'idée est que quand une situation peut, par exemple, via l'assistante de police, elle estime que ça ne doit pas remonter au parquet jeunesse, alors à ce moment-là, elle oriente les familles de jeunes vers eux. Et la seule chose qu'on dira en termes d'information, c'est OK, c'est pas OK. Si c'est pas OK, malheureusement, le dossier remontera au parquet jeunesse, mais sinon, il n'y a pas de... Et donc, c'est une collaboration. Bon, ça a nécessité évidemment beaucoup de discussions avec la police. Il y a quand même, on est tenu, on a une réglementation déontologique très lourde, très importante. Notamment sur l'échange d'informations. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et donc là, les sanctions, on puisque les sanctions pénales en cas de transfert d'informations. C'est déjà arrivé? Jusque maintenant, je n'ai pas encore entendu, mais la sanction existe. Et donc, ça veut dire qu'au cas où... Spécifique sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Si jamais on devait, à un moment, donner des informations et qu'une famille devait déposer plainte contre nous, on est susceptible d'avoir des sanctions pénales. Maintenant, évidemment, les familles avec lesquelles on travaille n'ont pas nécessairement toute l'information nécessaire. Donc, voilà pourquoi... Ah, mais c'est une question de confiance. Voilà, c'est ça. Après, on la donne quand on a l'information. Quand on reçoit une famille et qu'on explique le cadre de l'institution et de notre intervention, c'est quand même quelque chose qu'on spécifie à la base. On explique ce qu'est le danger, comment on va travailler, quels sont les... Enfin, on explique qu'on travaille dans une notion d'accompagnement et qu'à aucun moment nous ne prendrons des décisions pour la famille, qu'on ne fera aucune démarche sans le raccord spécifique et qu'il n'y aura aucune transmission d'informations qui sera faite sans le raccord. Voilà, sans qu'il n'ait explicitement marqué le raccord. Ce qu'on leur explique aussi, c'est qu'on est des travailleurs sociaux, on travaille dans le cadre de l'aide à la jeunesse. C'est-à-dire que, on est soumis au secret professionnel en tant que travailleur social, mais on est en plus soumis au cadre de déontologie de l'aide à la jeunesse. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que nos familles n'ont peut-être pas vraiment l'habitude de se défendre, etc. Mais en tout cas, les choses sont explicitées. Il y a quand même une parenthèse que, je suppose que les collègues le font, moi je le fais systématiquement, parce que je pense que travailler dans la transparence, on ne peut pas travailler si on n'est pas dans quelque chose de transparent. C'est d'expliquer aux familles que la seule exception qui pourrait nous amener à faire une démarche sans leur accord,
est qu'on soit confronté à une situation de mineur en danger avec un parent ou des familiers qui ne veulent pas, ou un jeune qui ne peut pas. Par exemple, j'ai été confrontée il y a quelques mois à une jeune fille qui est arrivée avec son amie, qui s'inquiétait très fort parce qu'elle avait des pensées suicidaires. Et là, à ce moment-là, c'est de se dire, mais cette gamine, elle est en danger, quoi. Et en danger, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est vrai que la jeune fille, à ce moment-là, m'a dit, non, moi, je ne veux pas qu'on en parle à mes parents, c'est hors de question, etc. J'ai quand même expliqué que moi, je ne pouvais pas rester là, comme ça, sans rien faire. Donc, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, quel est l'état d'urgence, pour le moment où tu en es, qu'est-ce que tu acceptes qu'on dise, etc., etc. Et donc on a construit avec la jeune fille et son amie la manière dont on allait pouvoir la protéger dans l'urgence. Moi qui suis donc secrétaire d'État chargée de l'enfance auprès de la Première ministre, en charge d'un certain nombre de dossiers qu'elle m'a fixés prioritaires, dont la protection de l'enfance et effectivement l'amélioration de la prise en charge des enfants en situation de handicap, et dont certains cumulent les deux caractéristiques en protection de l'enfance et aussi en situation de handicap. Et donc, M. le Président a été saisi d'une mission confiée par la Première ministre et le Président sur l'articulation, sur tout le parcours de l'enfant en situation de handicap, notamment les enfants en situation de handicap psychique qui sont aujourd'hui rebondissent de l'école en protection, etc. Et d'une articulation notamment avec effectivement l'enfance protégée. Et donc on vient toute oreille ouverte partager les expériences d'un certain nombre d'institutions et de partenaires d'acteurs. Ce matin, on était dans un foyer qui accueille en urgence, à midi, avec le président de la COP, donc la Confédération des hommes, les associations qui défendent les droits des enfants, et puis cet après-midi, donc en pleine action sur la prévention dans vos quartiers, qui ont besoin, semble-t-il, d'avoir ce lieu de ressources où les gens se présentent en toute confidentialité et en toute spontanéité, accompagnés par voilà. Donc, ce que j'ai expliqué aussi, c'est qu'effectivement, on n'est pas une énorme équipe et que donc les besoins sont énormes, mais qu'on est intégré à un maillage social via un dispositif de cohésion sociale dans la commune, ce qui permet effectivement, et qui nous permet aussi de faire le travail et de travailler en partenariat et d'avoir des ressources autres que celles dont on dispose dans l'institution. Donc on était effectivement à s'interroger sur comment on évalue vos besoins. Alors par exemple, combien de familles, combien de jeunes sont aujourd'hui suivis par votre équipe Bon an, mal an, ça fait entre 250 et 300 familles par an. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Bon, c'est pas un flux continu, ça c'est la complexité. La complexité du travail, c'est qu'à un moment on a des grands pics, puis à un moment ça redescend, puis ça remonte. Donc ça en fonction des moments de l'année. C'est lié au scolaire aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Plus de 50% de notre travail est lié à de l'accompagnement scolaire. Et donc, à la fois... Quand vous dites de l'accompagnement scolaire, de difficultés scolaires. À la fois sur le plan individuel, ça c'est le travail des assistants sociaux et des éducateurs qui s'occupent de ça, et puis aussi dans le cadre d'un dispositif financé par la région bruxelloise, dans le cadre du programme Cohésion sociale, qui est un dispositif de soutien scolaire. Ça c'est un dispositif extrêmement important pour lequel on a effectivement pour le prochain quinquennat demandé un agrément. Les agréments sont en cours d'examen pour l'instant, et je dois dire que c'est un dispositif, on fait ça depuis 15 ans, on est financé depuis 15 ans par la région bruxelloise, et là, on peut vraiment voir les résultats de notre travail sur le moyen et le long terme. Parce que quand on envoie des jeunes dans les hautes écoles, à l'université, etc., des jeunes de nos quartiers, c'est vraiment pour nous un succès et une réussite. Alors, je vois qu'effectivement, vous êtes dans l'accompagnement, mais aussi beaucoup dans la médiation. Oui, c'est ça. Donc ça, on fait de la conciliation, parce que la médiation, c'est un travail spécialisé qui requiert un agrément spécifique, mais on utilise des outils de médiation pour faire de la conciliation familiale.
Ça, c'est aussi Au sein de la famille. Au sein de la famille. Des partenariats avec certains établissements scolaires, mais pas tous. Parfois, il y a des réticences aussi à collaborer, parce qu'il faut le dire, le monde scolaire est parfois un monde un peu fermé, qui n'accepte pas toujours les collaborations. Oui, mais moi je trouve que ça tend à changer. Ça Par tend à contre, changer, ce qui reste compliqué, c'est que les familles orientées par les écoles arrivent. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voulez dire que Parce que, voilà, les Ils adhèrent. écoles donnent l'info, les écoles orientent, c'est les familles. Donc, les familles viennent spontanément quand elles cherchent de l'aide, et quand on leur propose de l'aide, c'est en général, ça dépend. Ça dépend qui oriente en fait, mais quand il s'agit de l'école, c'est parfois assez compliqué. Si c'est le PMS, ça va déjà mieux. PMS. Le CPS. Oui, les centres psychomédico-sociaux, D'accord. qui est dans les écoles tout en étant extérieur. Intéressant ça aussi. Il faut savoir aussi que nous sommes là pour défendre le droit des jeunes. Et que donc parfois on peut entrer en conflit avec un établissement scolaire. C'est comme ça que vous vous percevez, vous êtes, votre mandat, votre mission, Oui, c'est la pas mission, avec les la choses. mission, c'est aussi de défendre le droit des jeunes. Donc de rétablir le droit qui est perdu à un moment pour la famille, mais pour le mineur aussi. Donc c'est extrêmement important et parfois, effectivement, ça ne permet pas des relations toujours intéressantes avec les écoles qui nous voient un peu comme des avocats, mais un peu en miroir. Mais bon, ça a tendance à s'améliorer avec le temps. Oui, moi je L'augmentation des problèmes. Oui, voilà. Et donc, à côté de ça, comme on Ça parle- s'améliore avec le oui, parce que l'école, en fait, Je voulais dire que le recours aux services devient de plus en plus important parce que les problèmes sont plus importants. Et donc l'école se trouve beaucoup plus démunie et il y a beaucoup plus besoin des partenaires extérieurs. Oui, c'est clair. C'est ça mon Et donc on a de plus en plus facile à travailler avec les écoles où eux ont le côté intramuros et nous on a l'extramuros et donc on arrive à faire le besoin le lien entre les centres. Et donc, tant qu'on est dans le scolaire, on peut parler d'un gros programme que l'on suit depuis quelques années, qui est un programme de prévention du harcèlement en milieu scolaire. Oui, donc, Et là, intéressant. Ah oui, et là, on travaille- Depuis quelques années, c'est-à-dire à peu près. Bien, Ça fait quand même Ça fait 5 ans 15. que c'est vraiment à l'agenda tout en haut. Ah, en tout cas, moi je développe un Vous étiez programme, peut-être déjà d'accord. Oui, c'est ça. La communauté française, Ah, ouais. 5-6 Oui, ça ans. oui. Ah oui, Ça vraiment- oui, non, on a Oui, commencé avant. Oui. Donc vous avez fait quelque chose de spécifique sur le harcèlement depuis 5 ou 6 ans. Et en fait, Pardonnez-moi, c'est intéressant ce qu'on est en train de soulever ici. En réalité, ce que Madame dit, c'est qu'elle faisait déjà ce travail avant. Et moi qui viens du Parlement, je dis que c'est la priorité depuis 5-6 ans. C'était pas mal. Non, non, permettez-moi, ça vous attend. Autre chose de beaucoup plus intéressant et de systémique, c'est que dans les quartiers comme ici, on prend déjà, et on est déjà amené à prendre de l'avance sur toute une série de politiques, sur ce qui va arriver après au niveau national. Parce que les deux choses sont vraies, c'est-à-dire que Madame a commencé à travailler là-dessus avant, parce que dans le quartier c'était déjà une problématique très difficile, on était en avance entre guillemets sur la difficulté, alors que la priorité politique est venue après au niveau du Parlement. Et donc ça vous attend quelque Je dis chose. aussi Sur qu'on où est-ce fait que vous devez... apprendre des choses au niveau Oui, central. on a On est bien d'accord. On est bien d'accord, sauf que vous n'allez probablement pas entendre la même chose. Sur des endroits. Donc ça, ce programme s'appuie, et ça c'est l'originalité de la chose évidemment, sur des troupes de théâtre qui font des pièces. Donc ils ont un répertoire spécifique, ils ne font pas que ça, mais ils ont un répertoire spécifique où ils parlent de ce genre de problématiques, et c'est un théâtre participatif. Donc à un moment, il va y avoir une interaction entre les acteurs et les jeunes scolarisés, et un débat va s'engager. Notre équipe est là aussi, évidemment, pour soutenir le débat, répondre à des questions, donner des informations. Et c'est un travail qui est effectivement très sollicité par les écoles. Oui. Bon, maintenant, c'est un bricolage, il faut savoir aussi que c'est un bricolage institutionnel parce qu'on va chercher des fonds un peu partout. Il n'y a pas nécessairement de fonds spécifiques pour ça, donc on doit effectivement jongler avec des appels à projets, etc. Mais voilà, on y arrive. Agep, ça fait quand même. Oui, mais là, c'est la commune qui
finance. Oui, mais enfin, donc, ça veut quand même dire qu'au niveau communal, en tout cas, pour les écoles de GET. Chez nous, c'est complexe aussi. Non, mais c'est rassurant. Varié, voilà. C'est rassurant et en même temps, bon, voilà, c'est vrai qu'on. D'abord, on a des problématiques totalement identiques. Alors, nous, on monte sur le harcèlement, qui est, à mon sens, vous dites harcèlement, mais je me bats pour plus dire harcèlement et pas harcèlement scolaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'école. Donc, nous, on met cyber-harcèlement. Voilà, c'est Parce ça. que quelque part, là, il est à l'autre. Exactement. Donc c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, on a un programme phare de lutte contre le harcèlement qui est porté par l'école beaucoup plus. Clairement, hein, c'est la première nuit, ça relie parce qu'on a vu des événements, des suicides, etc. Que c'était l'école qui avait porté majoritairement ce sujet-là. Donc, voilà. Évidemment que la dimension numérique est tout à fait essentielle. Elle est aujourd'hui d'ailleurs un accélérateur de problèmes dans quelques éléments qu'on a eu. Clairement, c'est sur le numérique que les choses se sont jouées bien plus que dans la cour d'école, mais c'est la cour d'école à et alors ça, c'est la première chose dont on a des constats partagés. Et l'autre constat partagé, c'est que la richesse de nos propositions, avec nos élus qui sont évidemment qui détiennent un budget et qui ont eux-mêmes leur vision des choses et leur possibilité de porter des projets, donc d'appeler des projets, et puis des programmes nationaux de priorisation d'un certain nombre de choses. On va vous expliquer un peu ce que vous entendez par programme de cohésion sociale, parce que là c'est carrément un mystère chez nous. Mais voilà. Et donc la question de la dynamique associative, vous êtes organisé en association. Oui, bien sûr, on est en association sans but lucratif. Voilà, c'est ça. D'aller chercher des financements. Voilà. Et en réalité, donc, il y a bien des impulsions politiques qui sont données par le haut, mais dans le fond, et c'est probablement une nouvelle, c'est quand même sur le terrain que la mayonnaise monte en fonction des priorités que vous-même déterminez. Voilà, c'est ça, c'est évidemment le mais socle du travail de prévention qui est le vôtre. Mais en même temps, c'est épuisant quand même pour vous, et c'est pas très facile à piloter pour nous, parce que faut que les deux se rencontrent et que les deux s'évaluent. Et il y a aussi une chose qui cloche souvent, c'est que on peut être amené à essayer de faire rentrer dans une chaussure talon aiguille un gros brodequin, parce qu'en fait, est-ce que tu peux retenir cette expression? J'essaie de la replacer, à une projeter son gouvernement. Parce que vous comprenez que on ne peut pas, enfin, notre tissu associatif en tout cas, crie à l'aide par rapport à cette technique de l'appel à projet, en disant que à plein de moments, les appels à projet qu'on ouvre ne sont pas ceux qui sont nécessaires pour maintenir la vie associative telle qu'elle se présente, et telle qu'elle se présente, je veux dire, dans sa virtuosité, c'est-à-dire de manière utile et de manière adéquate. Et donc, voilà. À certains moments, effectivement, on se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour rentrer cette activité-là qu'on fait depuis longtemps, qui marche très bien, qui est essentielle à l'identité même de notre association, dans le nouvel appel à projet. Alors, voilà. Alors, j'ai une question sur vos financements. Est-ce que vous avez un financement de base, Oui, quels que soient les projets, et qui paye? Tout à fait. On a un financement de base qui vient de l'aide à la jeunesse. Qui est donc les ETP que vous avez autour de vous, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà, peu de choses. Donc, on est financé à 100% du coût réel des emplois. Donc, ça, c'est une chose, évidemment, ça nous met en position avantageuse par rapport à d'autres dispositifs qui sont moins bien financés. Ça, il faut reconnaître. La jeunesse, c'est au niveau de l'État. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et moi, j'ai une question. Parce que tout à l'heure, vous avez dit la Première ministre m'a donné comme mission prioritaire la protection de l'enfance. Et vous avez détaillé en insistant sur les enfants en situation de handicap. Que recouvre ce terme de protection de l'enfance chez vous? Je m'excuse parce que je viens peut-être avec vous. Non, pas forcément le même vocabulaire. Je suis auprès de la Première ministre sur les sujets enfance, pour faire en sorte que différents ministères travaillent ensemble, donc santé, éduc, solidarité, justice, pour ne citer que, mais on peut aussi parler sport, culture, tous ceux qui s'occupent des enfants. Et puis après, on a des compétences spécifiques, donc globalement, l'éducation nationale, c'est au niveau de l'État, mais on a au niveau des départements une compétence qu'on appelle la protection de l'enfance,
qui est prendre en compte les enfants en situation de danger, qui doivent être protégés. Donc c'est l'aide à la jeunesse chez nous. Alors, C'est c'est plus compliqué. Alors, oui, monsieur le président Faure l'a expliqué, la prévention spécialisée, elle est chez les départements, très clairement. C'est parce qu'on considère, nous, que la prévention spécialisée est en amont de la prévention et de l'assistance éducative, etc. Donc, ça, c'est une filière. Mais on a d'autres filières, entre guillemets, d'accompagnement à la parentalité. Chez nous, par exemple, les CAF, les caisses d'allocation familiale, ont un rôle assez important autour des parents. Ils peuvent lever des projets pour accompagner les parents. Donc, on est plus sur la notion famille que jeune. Voilà. Moi, j'étais directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une direction qui dépend du ministère de la Justice sur tout ce qui est délinquance et prévention de la délinquance, de la jeunesse, voilà. Mais qui, quand même, regardez, parce que monsieur est compétent en matière de protection de l'enfance, mais 80% des décisions viennent de l'autorité judiciaire. Donc, c'est là où. C'est ça. Tout de suite, ça s'envole moins. Enfin, ça s'envole pas. C'est une compétence financée au niveau des départements, mais décidée par une autorité de l'État qui est un peu indépendante. Donc ça complexifie un peu. Qui est très Qui est même totalement indépendante. Qui est supposé être totalement indépendant. Donc c'est une autre. Voilà. Et sinon, et puis il y a d'autres mécanismes, par exemple la protection maternelle infantile, qui a un levier extrêmement important d'accompagnement à la parentalité avant la naissance et après la naissance jusqu'à 3 ans, est une compétence du département, là où globalement tout ce qui est grosses décisions de santé est au niveau de l'État. Donc on a cette richesse, que vous connaissez je crois un peu vous aussi. Voilà, donc en matière de... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tenté de donner cette émission un peu de coordination, parce que et dans les silos et dans les étages, on peut s'y retrouver. Et les familles aujourd'hui sont un peu perdues quand même dans nos sujets. Et si vous rajoutez le champ du handicap, où des choses relèvent de la santé, d'autres relèvent de la scolarité, et enfin certains relèvent du social, alors là les familles sont, comme chez nous, en PLS, à l'Assemblée. Voilà. Mais pour en revenir au sujet des enfants, des mineurs handicapés, on serait censé, nous, recevoir des mineurs handicapés aussi. Sauf qu'on n'a pas les financements nécessaires pour adapter les locaux à l'accueil de personnes handicapées. Et donc, ça complexifie les choses. Heureusement, en région bruxelloise, il y a des associations qui sont agréées et financées par la région bruxelloise pour l'accueil des jeunes handicapés. Mais nous, si on devait recevoir quelqu'un ici dans cette institution en fauteuil roulant, il y a un aussi. On va recevoir à la rue, donc c'est pas le faire monter. Et donc vous allez vous appuyer sur un autre réseau qui est le réseau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors on va faire appel au réseau et aux partenaires pour pouvoir effectivement prendre en charge la situation des mineurs. Ce qui permet une adaptation, alors il nous faut parler d'ascenseur, mais ça permet une adaptation quand même à la réalité du territoire, à l'existence d'énergie à un autre endroit qui permet de vous concentrer. Mais alors après nous, la problématique qu'on a, vous avez peut-être, c'est l'homogénéité, en tout cas un maillage territorial suffisant, parce que s'il n'y a pas l'association handicapée et qu'il n'y a pas l'ascenseur, il n'y a personne. Et c'est là où c'est pas facile d'avoir une cartographie propre d'un département à l'autre. On peut considérer que la Somme est un département. Non, pas du tout, mais en tout cas, on essaie de faire ça. Arrête, non, je croyais que vous alliez faire glorifier. Voilà. Je veux dire, vous êtes un département de dimension Ah oui. à la fois important, raisonnable, donc vous n'êtes pas dans des masses gigantesques, mais dans un isolement confort. Vous êtes, c'est ce que je voulais dire, monsieur le président, vous n'êtes pas je croyais que vous alliez faire un compliment particulièrement placé dans une situation de difficulté extrême. Mais c'est vrai qu'après, on a des réalités très très différentes. Ceci dit, je pense que dans la Somme, il y a des sujets de mobilité très forts. Après, il y a des sujets où quelquefois l'État accompagne aussi les collectivités. Alors, il y a eu un moment où l'État voulait financer, et ne voulait pas le faire directement, par exemple la protection spécialisée, l'a fait par le biais de la stratégie de pauvreté. En fait, c'était des crédits fléchés vers les quartiers, portés par les départements, et aujourd'hui, au fur et à mesure, normalement, l'État se retire. Et nous, les départements, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on garde? On avait fait la coordination, parce que ça c'est utile. Est-ce que les émetteurs de rue, en bas des immeubles, c'est utile? Parce que quelquefois, ils ont même sauvé un gamin, ou bien 10 gamins. Est-ce que c'est pas ça le cœur du
du sujet, parce qu'un gamin qui ne va pas se retrouver demain dans une difficulté de délinquance, c'est tout de même derrière toute une chaîne de responsabilité, de financement à mobiliser pour l'État globalement. Et donc là, on était en train de faire ce point-là. Quand le ministre Combe, à l'époque, nous avait dit qu'il y avait encore des crédits qui étaient prévus pour compléter un peu. Et puis il y a tout un vrai sujet dans notre pays, mais je vois qu'ici, c'est la même chose. Et je commence à en avoir marre parce qu'on perd tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les associations, les organisations passent leur temps à chercher les appels à projets qui peuvent sortir, qu'ils soient de niveau européen, que ce soit de niveau de l'État central, que ce soit nous-mêmes, départements ou régions, on lance des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des appels, tout ça pour donner l'impression que nous mettons en concurrence les choses, alors qu'auparavant on finançait directement la prestation. Bon, je trouve que pendant ce temps-là, où vous remplissez des gros dossiers, c'est du temps que vous ne mettez pas à accompagner les gens. Alors, même si je comprends bien la démarche intellectuellement, je ne vais pas dire que je suis hostile au code des marchés, ou en tout cas à toute concurrence en la matière, mais quelquefois, quand même, on touche un peu à la sottise. Oui, et puis ce qu'on a constaté avec les années, c'est que les techniciens des dossiers auront plus de facilité. Et moi, je soutiens parfois des associations qui n'ont pas cette technicité pour compléter les dossiers et qui passent parfois à côté de financement auquel ils auraient droit. Et donc, il y a cet aspect-là aussi d'accompagnement. L'ingénierie sociale qui va et on a même des assos qui soutiennent uniquement l'ingénierie sociale, les autres assos. C'est important. Mais c'est un marché. On a un marché de ça. Ça, c'est la transversalité. Bon, c'est bien, on partage la même souplesse. Oui, simplicité administrative. Et donc, sur le public qui vient, vous avez à la fois sur les familles, sur les enfants, d'abord un peu un public type, ou est-ce que c'est très très mélangé? Est-ce que vous avez une évolution assez intéressante sur les dernières années, ou est-ce qu'on globalement on fonctionne de la même manière? Je pense qu'au fil du temps, le public est souvent le même, puisque les conditions d'agrément qui sont les nôtres nous poussent à aller vers ce type de public. Donc ça, et ici, on est très clair, 0-22 ans, ça c'est le public, et en fonction des moments, on aura plus de 8-15 ou de 16-17, mais ça dépend des moments, ça dépend des problématiques du moment. Petite différence de public entre Molenbeek et Gênes aussi, puisque le quartier est un peu différent. Oui, ça forcément. Donc là, il y a aussi Et donc, vous, l'orientation, c'est exclusivement les services sociaux de la commune? Non, pas nécessairement. C'est l'arrêt sur l'ensemble. On pousse déjà dans la proximité parce que c'est plus facile. Quand ça existe sur le territoire de la commune, évidemment, on privilégie la commune, mais c'est l'ensemble du territoire de la région bruxelloise. D'accord. Parce qu'il faut quand même savoir que la région a énormément investi dans le financement de services en santé mentale, par exemple. Ça, c'est quand même un des dispositifs qui existent. Ils ne sont pas financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, elle, n'a que la prévention de la santé mentale, et donc tout ce qui est médical, paramédical, ça c'est la région, et on s'appuie là-dessus, évidemment. Ça, c'est notre job. Est-ce qu'il y a d'autres lieux ressources pour les familles, justement? Est-ce que les familles qui sont perdues, elles vont plutôt vers les municipalités? Mais alors, il y a, sur un territoire comme le nôtre, on a un territoire qui est marqué par la multiplicité des associations, mais aussi par un dynamisme très important des dispositifs étatiques. Donc on a une très très grosse association justement de cohésion sociale qui est financée à hauteur de plusieurs millions par la région. Je ne sais pas s'il y a des aides institutionnelles, parce qu'on voit que c'est vraiment ça l'essentiel. Et qui gère des maisons de quartier, des maisons de jeunes, des travailleurs sociaux de rue. Ça correspond un peu au dispositif que vous décriviez tout à l'heure. Et puis à côté de ça, on a toute une série de maisons de jeunes privées et d'associations. Et pour Félix, c'est vrai qu'en termes de santé mentale, on a aussi des dispositifs spécifiques qui ne sont pas financés par
par la commune, mais soit par l'État fédéral, soit par les communautés, soit par la région. Et tout ça forme un maillage qui se connaît relativement bien, qui est habitué à travailler ensemble, avec quelques nouveaux venus réguliers, quelques départs réguliers, mais globalement, c'est quand même un tissu relativement stable. Et alors, si une famille est en difficulté, ça c'est assez intéressant. Tout à l'heure, on parlait du fait que je mets d'abord sur une motivation qui arrêterait à l'école. Et en même temps, on disait aussi que c'était difficile pour l'école d'orienter vers les associations. Les deux sont à la fois. Donc, les familles vivent des difficultés très grandes, mais qui quelque part sont repérées ou mises en lumière ou consolidées, c'est parfois le cas aussi, par l'institution scolaire. Du coup, mission de repérage. Et puis derrière, la mission scolaire, ça reste d'abord l'enseignement, et donc c'est vrai que la mission scolaire, l'enseignement, prend toute la place dans l'école, et qu'à côté, qu'est-ce qu'on fait quand on a un élève plus turbulent, où on se pose des questions sur sa santé psychique, voire sur sa santé physique, ou les deux, ou sur la santé physique ou psychique d'un de ses parents. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est au centre du travail avec ce jeune, ou est-ce que c'est un peu mis de côté? Ça va dépendre quand même aussi de la volonté du directeur de l'institution, parfois de l'investissement personnel de certains professeurs. Et là-dessus, est-ce qu'on a réussi ou pas à comprendre et à exprimer ce que pouvait apporter le tissu associatif autour de l'école? Qui va le faire? Tout ça, c'est assez complexe. Donc, il y a des écoles où tout est plus routinier, où on a par exemple un proviseur qui a un tropisme pour ça, qui connaît bien les associations et qui va pouvoir faire ce relais, ou un professeur, ça peut être un professeur de biologie, ça peut être un professeur d'anglais, ça peut être un professeur de citoyenneté, ou le chef d'établissement lui-même qui s'assure que tous les 2-3 ans, on fasse se rencontrer les équipes. Il peut y avoir toutes les dynamiques. Et les familles là-dedans, pareil, elles sont pas sur des rails, il n'y a pas un seul modèle. Le bouche à oreille dans nos quartiers joue énormément. Ça reste probablement, je pense, la méthode d'information principale en fait, dans le quartier. Et donc, quand une association comme le Ranger, qui est, je ne vais pas dire séculaire, mais a pu rester aussi stable et aussi importante, y compris après des déménagements, après des remaniements, etc., c'est parce qu'elle a un bouche à oreille favorable et que donc les familles sortent du fil le tuyau et voilà, écoute là tel problème, voilà, essaye ça. C'est plus fort en fait que l'adressage scolaire pour la plupart des cas. Et donc, oui, il y a plein d'associations qui vont avoir un bouche à oreille favorable. Il y a des tendances, des associations stables, d'autres qui sont en montée, d'autres qui vont moins bien. Du coup, pour l'instant, elles vont à renseigner. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un service comme le nôtre, on n'est pas un service social de quartier. Donc ça, c'est pas notre mission première. Néanmoins, on vit avec une population, à proximité d'une population précarisée. Et donc, quand une personne vient sonner ici avec un problème social, on ne va pas lui dire on n'est pas là pour vous, on va l'accueillir, mais ça ne sera pas spécifiquement dans les rapports d'activité. Donc, ça, c'est moi qu'on occulte un peu parce que ça n'entre pas dans les critères. Mais vous allez quand même faire les démarches ou initier. Et ça, c'est un des sujets, moi, que j'avais compris à la prévention et tout ce qui est accompagnement dont on ouvert à mon côté département. La plupart des travailleurs sociaux disent qu'ils commencent par ouvrir des droits, par remplir des papiers, avant même de. Pour pas mal de monde, parce que celui-là, à nouveau, là, on a besoin d'un fichier de simplification pour que les familles n'aient pas le sentiment de devoir écrire un livre entier de leur ordinaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a porté pendant tout un temps des revendications pour pouvoir accompagner les jeunes jusqu'à 26 ans. Ce qui n'a pas été pris en considération par le monde politique, par le monde politique en tout cas, en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a obtenu quand même de pouvoir dépasser les 18 ans et travailler jusqu'à 22 ans. Et ça, c'est à la carte. Chaque service d'action en milieu ouvert peut décider si oui ou non il travaille avec un public au-delà de 18 ans. Il décide, mais par définition, s'il va sur ce terrain-là, il faut des financements. Le financement reste pareil. Mais on ouvre simplement la porte à un public différent qui, de toute manière,
d'une manière ou d'une autre, vient dans l'institution. Donc, autant en sortir de la zone d'ombre dans laquelle on était et dans l'occultation des statistiques dans les rapports pour rendre la situation la plus réelle possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette question de l'âge réel d'autonomie est un sujet partagé. On a fonctionné différemment, c'est que la loi maintenant impose au département de mettre des mandats pour parler d'enjeux, de 18 jusqu'à 21 ans, si le jeune est isolé et sans ressources, donc il y a des critères. Voilà, donc il y a ce qui s'est imposé depuis loi 22 sur. Il y avait déjà beaucoup de départements qui pratiquaient cet accompagnement vers l'autonomie. Mais là, maintenant, le truc est Après, on a aussi des gamins, parce que ça fait partie des constats que l'on peut faire des uns et des autres, des gamins qui se retrouvent à la rue, enfin, des jeunes majeurs à la rue. Il y a aussi des gamins qui, ayant tellement été marqués par leur parcours, souvent dans les foyers, avec les familles d'accueil qui n'ont pas toujours été clémentes, etc., ne veulent plus entendre parler de l'ASE et disent non, vous ne proposez pas en 3 ans en plus. Or, c'est le moment pour les autonomiser et ils n'en profitent pas, alors même que là, ils auraient garanti un peu mais en fait, je pense que là, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment rompre et dire je suis majeur, j'arrête ces choses-là, je ne veux plus en entendre parler.